Bonsoir mes chers compatriotes. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet délicat qui est la guerre qui se déroule présentement au Moyen-Orient entre les États-Unis, Israël et l'Iran, contre l'Iran. C'est fascinant quand je vois les Occidentaux, certains Occidentaux des Nord-Américains, célébrer naïvement la mort de Khomeini. C'est très fascinant. Parce que laissez-moi vous rappeler qui ce monsieur est, en fait. Le monsieur que vous avez abattu, pour simplifier, il représente Dieu sur terre pour cette branche de l'islam, qui s'appelle l'islam chiite. Parce qu'après Dieu, c'est lui. Écoutez bien, vous venez de tuer le représentant de Dieu sur terre pour une branche de l'islam qui est pratiquée par entre 150 et 200 millions de personnes dans le monde, l'islam chiite. C'est très important que je vous mette en contexte. Imaginez en fait que le pape soit lâchement assassiné. Que croyez-vous que les extrémistes chrétiens feront? Posez-vous la question. Croyez-vous que la minorité extrémiste de la branche chiite va rester les bras croisés? Parce que vous venez de commettre ce qu'on appelle un quasi-blasphème. Une attaque directe envers leurs croyances et les représentants de leur Dieu. Et souvent, les gens, par arrogance, posent des gestes qui les dépassent. Mais, vous savez, face à une société autoritaire et sécure, où il est difficile d'avoir l'information claire et exacte de ce qui se passe, il est profondément stupide de croire qu'en éliminant les anciens leaders, dans le cas dont on parle de l'Iran, les nouveaux leaders qui vivent là-bas seront plus conciliants avec l'Ouest, les Américains, les Israéliens ou les Saoudiens. Il faut être profondément stupide parce que dans ce type de société fermée, les jeunes grandissent avec une idée de qui est l'ennemi. Premièrement, ils grandissent pas dans l'abondance. Vous comprenez? Beaucoup sont orphelins de pères dont les parents ont été tués par un missile israélien ou un missile américain. Donc, et pour beaucoup d'entre eux, ils ont perdu des frères et des sœurs à cause encore des Israéliens, de ce qu'ils estiment être des Israéliens et des Américains. Ils risquaient, en éliminant les vieux, laisser la place aux gens les plus fanatiques. Et vous vous rendez compte qu'en réalité, c'était les vieux qui étaient modérés et qui tempéraient les jeunes. Alors, parce que ce qui va se jouer va être très stratégique. Très, très stratégique. Les Saoudiens ont la main dans tout ce bordel. Parce que, de façon tacite, ils ont facilité ce qui arrive présentement. Ça, c'est le deuxième bombardement qui arrive avec quelque part la main, ce qui semble être la main saoudienne. Une complicité tacite des Saoudiens. Puisqu'elle héberge une des plus grandes bases américaines dans le coin. Elle ouvre son espace aérien aux avions américains pour aller bombarder. Elle a défendu Israël avec ses missiles. Donc, il y a une main saoudienne dans le coin. Et d'ailleurs, même, il y a un article de journal qui est sorti, disant comme quoi, affirmant, comme quoi, supposément, les Saoudiens étaient à la table pour valider, pour pousser, en fait, ils faisaient pression aussi sur Donald Trump pour qu'il y ait cette attaque en Iran. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'eux, ils sont très exposés. C'est pour ça que je vous parle d'arrogance. Ils sont très exposés. Par exemple, présentement, l'accès à l'eau potable en Arabie Saoudite. 60 à 65% vient des usines de désalinisation. Donc, c'est-à-dire, ils prennent l'eau de la mer, ils enlèvent le sel et ils envoient l'eau dans vos tuyaux à boire. Ces usines de désalinisation-là sont à portée des missiles d'Iran. Et en passant, l'Arabie Saoudite n'a pas le dôme de fer. Du moins, pas aussi efficace que celui des Israéliens. Donc, les Iraniens peuvent priver l'Arabie Saoudite de 65% de l'eau potable. Juste pour commencer. La deuxième des choses, et ils ont déjà commencé, c'est attaquer tout ce qui est production pétrolière. Ils vont perturber l'accès au détroit d'Ormuz. Et la production pétrolière saoudienne en général, incluant celle iranienne, représente à peu près le quart de la production mondiale, 20% plus ou moins, quelque chose par là. Donc c'est quand même non négligeable, n'est-ce pas? Et ça permet de couper aussi les revenus saoudiens, n'est-ce pas? Donc c'est très difficile, sans compter la possibilité de perte de vies humaines. Mais vous savez savoir que aussi en Arabie Saoudite, il y a beaucoup de mécontents de la famille royale. Et ça peut ouvrir la porte à de l'insatisfaction locale. Ou subitement, on peut aussi voir des rébellions et des attentats, surtout des attentats dans le royaume. Donc, les gens s'impliquent dans les choses en croyant que ça va se faire vite et aussi simple. Mais parfois, non. Non, 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 non. C'est nous qui compliquons les choses. Et s'il n'y a pas une solution satisfaisante au conflit iranien très, très rapidement, les Américains vont devoir envoyer des soldats sur le terrain. Ils n'ont pas le choix. De toute façon, pour pouvoir vaincre le régime iranien, ils n'ont pas le choix que d'envahir le pays. Et vous devez comprendre que il y a des points de chute stratégiques. Un des points de chute, c'est le détroit d'Ormuz. Il est plus près de l'Arabie Saoudite et des Qatar, des Émirats.
mais surtout, il est critique à sécuriser parce qu'il permettrait de réouvrir le détroit pour que les bateaux saoudiens ou le gaz qatari puissent être exportés. C'est la première chose. Parce que ce passage est très focal. Il semble, du moins sur la carte, facile à occuper et à défendre. Surtout que, en rentrant par le détroit d'Ormuz, ça permet de faciliter un chemin de ravitaillement sécuritaire vers les bases américaines, entre les bases américaines et ce point de spot qui serait en terre iranienne. Donc ça, c'est la première chose. Le second point d'entrée est celui des Israéliens. Ça veut dire quoi? C'est que les Israéliens vont rentrer par leurs frontières. Leur problème, c'est l'étendue du territoire à couvrir. Et c'est la rapidité à laquelle ils doivent passer de chez eux à Téhéran. Et ça va nécessiter énormément d'hommes. Israël ne peut pas juste envoyer 10 000 soldats. Ça ne fonctionnera pas. Et en envoyant la majorité de leurs soldats, parce que l'Iran, c'est grand, c'est peut-être 10 fois Israël, on envoie la majorité de leurs soldats, mais évidemment, ils vont se retrouver exposés du côté syrien et du côté libanais. Donc, c'est très, très, très important que vous voyez ce qui se joue en ce moment. Donc, ils bombardent en espérant que le peuple se soulève, en espérant créer quelque chose à l'interne, en fait, donc renversement à l'interne. Parce que tous savent que s'ils vont sur le terrain, ça va être très, très, très compliqué. Maintenant, l'un des autres problèmes, c'est qu'à l'intérieur de l'Iran, les troupes américaines et israéliennes auront des dégâts, mais des dégâts pire que ce que font vivre les Ukrainiens russes. Je vous dis pire. Et je peux vous le prédire tout de suite. Ça va être des dizaines de milliers de morts. Je dis bien, si les Israéliens et les Américains mettent leurs pieds, envoient des soldats en Iran, ça va être des dizaines de milliers de morts. Tout simplement parce que vous comprenez que l'Ukraine a surpris la Russie avec l'évolution de ces drones et à quel point ils étaient performants. Les drones utilisés par les Ukrainiens n'ont l'air de rien par rapport à ce que les Iraniens ont fourni aux Russes pour tester leur matériel. Le conflit russo-ukrainien en fournissant des drones russes, ça permettait aux Iraniens de pouvoir aussi tester leur matériel. Donc les Américains ne sont pas prêts à ce type de conflit. Ils n'ont jamais vécu. Ni les Israéliens d'ailleurs. Aucun des deux n'a jamais vécu un conflit où ils sont la cible de drones. Aucun des deux. Peu importe comment vous le présentez, leurs soldats ne sont pas prêts. Et ça, c'est le problème. Mais pour finir, le plus important dans la stratégie de pénétration des Américains et des Israéliens dans l'Iran, et je crois que les Saoudiens vont rentrer dans le conflit, ça je peux vous le dire. Les Saoudiens vont commencer à bombarder l'Iran. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que ça tombe. Mais le plus important là-dedans, c'est que vous devez savoir, c'est que les deux points d'entrée dont je vous ai parlé, le détroit d'Ormuz et du côté israélien, les Iraniens le savent. Et ils ont déjà préparé l'accueil. Mais il serait stupide de ne pas l'avoir préparé depuis 7 mois. De ne pas avoir anticipé ces deux points d'accueil. Il serait stupide. Parce que ce que vous devez savoir, c'est une des façons pour l'armée américaine de rentrer, c'est qu'ils vont faire tous ces bombardements-là, créer une forme d'écran de fumée. C'est-à-dire, c'est que vous créez l'illusion de pouvoir peut-être soit héliporter ou aéroporter des gens dans la ville, mais en réalité, vous rentrez par les deux points dont je vous ai parlé. Mais ça aussi, j'imagine que les stratèges iraniens l'ont prévu dans leur plan. Et rien n'est pire que de rentrer chez quelqu'un qui vous attend exactement là où vous allez rentrer. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a préparé pour vous, mais lui, il sait que vous allez rentrer par là et à quelle heure. Donc, c'est très important que vous compreniez la dynamique qui se passe. Donc, par conséquent, permettez-moi donc de vous présenter les perdants de ce conflit. C'est pas ce que vous croyez. J'ai dénoté 4 perdants dans le conflit. Le premier perdant, ça va être l'armée américaine. Ils vont perdre en crédibilité, ils vont perdre beaucoup d'hommes, mais surtout, ils vont démontrer au monde comment le battre. La géographie, l'expérience de l'armée iranienne qui est préparée depuis, surtout, l'armée iranienne, c'est pas comme nécessairement les Ukrainiens qui ont appris sur le tas ou qui ont besoin de l'immigration de soldats d'expérience. L'armée iranienne a un leadership expérimenté, des gens qui connaissent le combat, qui ont connu le combat pendant des années, donc à travers la Syrie, le Liban, etc. Ils sont prêts au combat. C'est des gens qui ont de l'expérience sous la ceinture. Vous devez comprendre ça. L'autre chose, pourquoi les Américains sont perdants, c'est que ce que Donald Trump vient de créer, aucun Américain, je dis bien, malheureusement, je ne le souhaite pas, mais c'est la conséquence. Aucun Américain ne sera en sécurité dans le monde. Je vous rappelle que vous venez de tuer le représentant de Dieu, d'une religion. Je vous rappelle, vous venez de tuer le représentant de Dieu pour des centaines de millions de croyants. Vous pensez vraiment
qui n'ont pas de branche fanatique et que, comme même chez les chrétiens, il y a une branche fanatique et qu'il y a personne qui va se lever le matin et commencer à poignarder les gens dans les rues. Vraiment. Et vous allez voir donc une hausse des attentats en territoire américain et en territoire étranger allié, qui va viser spécifiquement les Américains et les gens de confession juive. Malheureusement, mais c'est la conséquence. Parce que souvent, on va critiquer l'attentat, mais si on ne réfléchit pas à la conséquence, on répète les mêmes affaires. Et l'autre chose qui fait en sorte que les Américains seront perdants, c'est la démocratie américaine qui sera perdante. Parce que comment je vois ces choses-là? Les républicains et Trump vont créer l'environnement fertile pour qu'il y ait un attentat majeur, soit avant les élections de mi-mandat, ce qui est la période idéale, ou avant les élections présidentielles en 2028. Pourquoi ils feraient ça? Simplement parce qu'ils vont pouvoir, après cet attentat majeur du type 11 septembre, de l'ampleur, pas nécessairement dans la forme, 11 septembre, ça leur permettrait de créer une forme d'état d'urgence et d'insécurité et potentiellement de repousser les élections ou de rester au pouvoir. On a déjà vu le scénario. On a déjà vu le scénario. C'est juste que les Américains ne s'en rendent pas encore compte qu'ils sont en train de tomber dans ce scénario-là. Alors, le deuxième perdant de ma liste, ce sont les Israéliens. Israël sera le plus grand perdant de toute cette histoire. Le plus grand. Et je vous dis pourquoi. Parce que vous devez savoir que les soutiens habituels d'Israël s'en éloignent, que ce soit eux ou la prochaine génération de leaders. L'Europe s'éloigne énormément d'Israël après qu'Israël les ait trahis, ainsi que les États-Unis. Tout ce qui est organisation internationale qui pouvait encore supporter Israël perd en influence. L'ONU perd en influence. Donc l'ONU, les gens ne s'y retrouvent plus. Dans un environnement où le centre du monde a de grandes chances de basculer du côté des BRICS, qui ne doivent, eux, rien à Israël, que ce soit historiquement ou présentement, les Américains n'auront plus le poids nécessaire pour protéger ce pays. Ce qui fait que ça va l'exposer. Et Israël deviendra un pays paria. Les excuses ne suffiront pas. Je doute fort. Malheureusement, encore une fois, comme je dis, je ne fais que lire les conséquences potentielles. Israël risque de devenir un pays paria. Et encore pire, mais plus triste, c'est que la diaspora juive verra une augmentation de l'insécurité dans le monde. Parce qu'elle a été sacrifiée par Israël. Et parce qu'elle s'est laissée embarquer, malheureusement, dans la politique israélienne. Donc, ça, c'est ma lecture par rapport au deuxième perdant. Le troisième perdant, ça va être l'Arabie Saoudite. Ben Salman a tiré l'arrogance trop loin. Et il va en payer le prix, malheureusement. Je ne lui souhaite pas. Mais si effectivement la probabilité pour l'Iran de survivre à tout ça est aussi haute que je le crois, l'Arabie Saoudite n'aura plus la paix qu'elle a, en fait. Que ce soit à travers les attentats, que ce soit à travers les dégâts matériels, une paix saoudienne comme elle avait avant, les probabilités sont très faibles. Très, très faibles. C'est toujours possible parce que la négociation, le futur, la politique est dynamique. Le futur peut faire en sorte qu'il y ait une entente, une compensation, une façon entre Iraniens et Saoudiens d'enterrer la hache de guerre pour le bien-être financier des deux. D'accord? C'est possible. Mais je peux vous assurer que la position des Saoudiens aux yeux du monde arabe sera autant entachée par cette histoire qu'autre chose. Et surtout, je peux vous assurer que les Américains vont réouvrir le dossier 11 septembre. Que vous le vouliez ou pas, ça va arriver. C'est inévitable parce que vous devez comprendre qu'il y a une nouvelle génération de politiciens américains qui vont vouloir absolument rompre avec le passé. Donc ça, c'est le deuxième perdant le troisième perdant au niveau de ce conflit. Mais le dernier perdant, c'est celui que vous n'imaginez même pas. D'accord? Le dernier perdant, c'est celui que vous n'imaginez même pas. C'est Taïwan. Je l'ai déjà prédit ici dans un de mes tweets il y a très longtemps. Taïwan is fucked. Et ce conflit le renforce encore plus. Parce que vous devez savoir que les Chinois vont rapidement se rendre compte qu'en termes de munitions, d'accord, qu'en termes de support public, d'accord, les Américains auront brûlé leur carte. De sorte que ce conflit, s'il perdure, les Américains vont bousiller tellement d'arsenal, de munitions, de crédibilité, de support national. S'il y a de plus en plus de décès, en réalité, ce que la Chine espère, et ce que la Chine fera si elle a la possibilité, c'est de supporter l'Iran afin qu'il y ait de plus en plus de décès du côté américain. Pourquoi il ferait ça? C'est parce que quand ils vont envahir Taïwan, les Américains ne pourront rien faire du tout. Ils n'auront ni les munitions pour avoir une guerre longue face à la Chine, qui, elle, a des munitions fraîches, et surtout, ils n'auront pas le support public pour s'engager vers une guerre à nouveau. Donc, Taïwan is
Ça, c'était mon quatrième perdant. Mais j'ai un perdant surprise pour vous. Le perdant surprise pour vous, c'est l'Afrique. Spécifiquement l'Afrique francophone. Parce que ce qui est en train de se jouer présentement, c'est une carte blanche à la recolonisation. Et croyez-moi, les amis, les Européens vont s'en servir. En particulier les Français. Et ils n'auront pas tort de le faire. Moralement, vous pouvez juger comme vous voulez. Mais économiquement, c'est nécessaire pour eux. Donc, les personnes qui ne sont pas prêtes, qui regardent les choses de façon superficielle et qui ne réfléchissent pas stratégiquement pour bien se positionner et protéger leur pays et protéger leur peuple, ils vont être extrêmement surpris de retourner dans les années 60. Mais moi, je ne serai pas. Parce que ça fait des années, je vous préviens. Mais comme je dis toujours, chacun apprendra à son rythme.